Kaléidoscope. Le magazine hebdomadaire d'information dédié à l'actualité internationale. Kaléidoscope. Le magazine hebdomadaire d'information dédié à l'actualité internationale. Vous nous en voudrez s'il sonne 11 heures que nous ne répondons pas à ce rendez-vous de décryptage sur Kaléidoscope. Kaléidoscope nous amène ce samedi au Togo avec la nouvelle constitution qui crée la 5e République. Cette promulgation est intervenue juste au lendemain des résultats définitifs des législatives enfin tenues dans ce pays frère. Mais avant, nous serons dans un autre pays frère pour tenter de décortiquer la fraternité bénino-nigérienne qui se fragmente. Mais avant d'aborder ces deux sujets, on va suivre ensemble le Monde en 7 que nous a réalisé ce samedi, Doris Aholo. L'actualité en 7 jours dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burkina Faso, ce vendredi marque la fin de la 2e édition du Symposium international à l'Université Joseph Kizerbo. Axé sur le thème « Bien-être, savoir et pratique plurielle de soins », ce symposium international a offert aux participants bon nombre de panels à savoir kinésithérapie et santé, homéopathie et santé, tradithérapie, sport et santé, naturothérapie, diététique, alimentation et santé, psychothérapie et santé et hypnothérapie. À tous ces panels s'ajoute une table ronde sur le thème « Soigner autrement, s'assurer autrement ». Il faut retenir que l'édition 2 du Symposium international au Burkina Faso est co-organisée par les universités Joseph Kizerbo, Félix Houphouët-Boigny et le pôle d'excellence africain multiple. Le service communication de l'université Senghor offre un stage professionnel ouvert aux étudiants de cette université. L'université a lancé un appel à candidature pour une formation certifiante en ligne et en présentiel. La formation va se dérouler sur le montage de projets intégrant l'égalité entre les hommes et les femmes au Bénin. Les inscriptions vont prendre fin le 17 mai prochain à minuit. L'objectif est de former les jeunes au respect de la Constitution. Une délégation de l'Office of Naval Research reçue par le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un organisme de recherche relevant du ministère de la Marine des États-Unis dont le siège se trouve à Arlington, en Virginie, en collaboration avec les départements de sciences et technologies. Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération, mais également sur la nécessité d'avoir un point focal de l'ONR global au Sénégal, plus précisément à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette visite rentre dans le cadre
de la sensibilisation aux opportunités de financement de la recherche. Ils ont aussi présenté les possibilités de financement des projets de recherche de leur plateforme après avoir été reçus au laboratoire de photonique quantique d'énergie et de nanofabrication pour la réussite de leur mission. L'actualité géopolitique à présent. Dr Success Masra remporte la présidentielle dès le premier tour avec 59,28%, suite à une analyse rigoureuse de milliers de procès-verbaux appuyés par des statisticiens et des observateurs de la société civile. Chad One confirme que Dr Success Masra a été élu président de la République avec 59,28% des voix. Il devance largement le président de transition Mamad Déby qui a recueilli 14,36% des suffrages. Cet écart de plus 2 millions de voix entre Dr Masra et son plus proche rival marque un tournant historique pour le pays. C'est tout pour le bref aperçu des événements de la semaine. C'est une présentation de Doris Akhaloupé. Merci de nous avoir suivis. Doris Akhaloupé sur le monde en 7. Doris qui a tenté de nous ébrouiller un peu. Au Tchad, c'est bien sûr Mahamat Idriss Déby qui a remporté la présidentielle tenue il y a environ 2 semaines, dont les résultats sont tombés il y a 3 jours. On va continuer cette émission, on va l'entamer justement pour d'abord rester à côté pour parler de la situation entre le Niger et le Bénin. Il y a cette fratrie qui est en quelque sorte fragmentée en ce moment même. Et puis en studio, je suis avec Hervé Kanzé. Hervé, bonjour. Bonjour Boris, bonjour à tous les auditeurs. C'est sûr que vous êtes au courant de la situation entre le Bénin et puis son pays frère, le Niger. En effet, c'est une situation qui préoccupe et qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Alors, quelles sont, si vous pouvez déjà nous parler des origines de cette situation, d'où elle vient? Alors, merci Boris. Entre le Bénin et le Niger, depuis un certain temps, il y a comme un bras de fer qui a vu le jour depuis un certain temps. Et ce bras de fer s'est étendu au fait que récemment le Bénin a décidé de mettre fin à l'accord sur le pipeline qui devrait réunir le Niger et le Bénin. Et cette décision n'a pas vraiment été applaudie par beaucoup de personnes, mais on peut quand même dire que c'est une décision qui dans les relations internationales s'inscrit dans une logique de réciprocité, parce qu'il faut pas oublier que depuis que la CEDEAO a décidé de la levée des sanctions infligées au Niger, le Niger de son côté n'a pas ouvert ses frontières pour le Bénin et a préféré passer par le port togolais pour pouvoir acheminer ses marchandises. Donc ce fait que on peut dire la politique de la main tendue du Bénin et qui rencontre un obstacle, qui ne rencontre pas d'avis favorable de la part du Niger, c'est peut-être ça qui a conduit à cette décision du Bénin. Et on peut quand même essayer de comprendre cette décision qui quand même pourrait amener les autorités nigériennes à revenir sur la décision d'ouvrir les frontières, parce que il faut pas oublier les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin qui datent de très longtemps, même on peut dire depuis avant même pendant la période coloniale. Il faut se rappeler que le Bénin et le Niger sont deux pays frères. Sont des pays frères. Donc cette situation avec le pipeline, avec le gisement de pétrole, il faut quand même que ce soit réglé. Alors Oriol également est dans ce studio. Oriol Foudébé, bonjour. Vous n'êtes aussi pas sans savoir que entre le Bénin et le Niger, ça ne va pas pour le moment. Entre le Bénin et le Niger, ça ne va pas. Le président de la République l'a dit.
la situation, ce qui se passe est une chose qui me peine. Il a dit lors d'une conférence de presse. Force est de constater qu'après le coup d'État qui s'est produit au Niger, la CEDEAO a quand même décidé à ce que les frontières soient fermées entre les pays membres de la CEDEAO et le Niger, ce qui a d'ailleurs été le cas avec tous les États du Sahel qui ont connu des coups d'État. Et le Bénin a été l'un des premiers pays, ou je dirais l'un des pays qui a été assez ferme sur cette décision de la CEDEAO au départ, mais qui par la suite, après analyse, a vu que cette situation peinait tout le monde, mettait en difficulté et la population du Bénin et la population du Niger. Encore que au Niger, il y a assez de Béninois au Niger. Le président l'a lui-même dit au cours d'un entretien qu'il a accordé au journaliste l'ORTB, et bien avant cela même, qu'il adressait quand même des courriers à l'endroit du Niger, qu'il discutait, même si ce n'était pas de façon officielle, qu'il discutait avec ces putschistes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater que le Bénin a décidé d'alléger la tâche. La CEDEAO aussi est également partie sur le pied de l'allègement des sanctions. Le Bénin a ouvert la frontière, mais le Niger de son côté a refusé d'ouvrir la frontière. Et quand on parle de ce toléradu qui doit conduire le pétrole entre les deux pays, on a vu que ce qui a été beaucoup décrié, c'est que le Niger ne l'a pas fait par les voies officielles. Ils ne sont pas directement venus voir le Bénin pour leur dire que oui, nous voulons faire tel. Ce sont les entreprises chinoises qui l'ont fait, qui sont venues voir le Bénin pour leur faire part de l'intention du Niger de le faire. Mais les choses ne peuvent pas se passer ainsi. On ne peut pas permettre à ce que les relations entre deux pays frères... C'est d'ailleurs ce que dénonce le président béninois Patrice Talon. Je vais pas vous arracher la parole. Il y a une dame qui est avec nous, c'est Valérie Abourassi. Valérie, bonjour. Boris, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, les situations ont commencé déjà au lendemain du coup d'État au Niger, il y a un peu plus d'un an. Entre le Bénin et le Niger, ça ne va pas. Beaucoup estiment que les situations qui ont conduit à la fermeture de frontières, les sanctions infligées au pays, c'est-à-dire le Niger, ce sont ces conséquences-là qui jaillissent jusqu'à aujourd'hui où Tiani ne démord plus. Vous pouvez vous dire, ou bien allez-vous dire que Tiani veut tenir Modicus? Je ne dirais pas que le général Tiani veut forcément tenir, mais il y a quand même un entêtement, puisque déjà après la levée de sanctions de la CEDEAO, le Bénin a ouvert ses frontières pour pouvoir permettre les transactions entre le Niger et le Bénin. Mais il y a toujours le fait que le Niger ait gardé ses frontières fermées. Et ensuite, maintenant, il s'agit du pétrole qui doit acheminer par le port de Sémé. Il y a aussi des embarquements qui ont commencé sans une demande officielle ou sans une négociation officielle entre le Bénin et le Niger. Je crois que le président Talon a eu raison de fermer ou d'arrêter d'abord, de suspendre ces transactions-là. Alors, vous estimez, je reviens à Hervé Kanzé, au départ, il y avait le président Patrice Talon qui soutenait en quelque sorte la CEDEAO, qui avait infligé des sanctions contre le Niger. Ne voyez-vous pas que cette position du président Patrice Talon ne serait pas jusqu'à présent la source des tensions entre les deux pays? C'est évident pour tout le monde, c'est évident. Mais il faut quand même attirer l'attention sur le fait que l'ancienne position du Bénin, quant au respect des conditions des sanctions infligées par la CEDEAO, était dans le respect des décisions prises par la CEDEAO. Et donc le Bénin étant un pays de la CEDEAO, non seulement un pays, mais un État qui quand même fait l'effort de s'illustrer, de se distinguer dans la CEDEAO, ne pouvait pas prendre le contre-pied de cette décision-là. La belle preuve, et il a soutenu, il a tenu Modicus la décision d'aller même d'utiliser l'option militaire qui était dans le temps. Donc on peut dire que face à cette position face à cette ancienne position du Niger, du Bénin, pardon, c'est compte tenu de ça que le Niger est en train de... C'est avec ça que le Niger travaille actuellement. Mais je pense quand même que
une fois que la décision d'ouverture, la décision de lever des sanctions a été prise par la CEDEAO, il faudrait maintenant reconsidérer les choses, parce que à ce jeu-là, le Niger perd beaucoup parce que il faut pas oublier, le Niger fait partie des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest, mais qui ne bénéficient pas de ces ressources-là. Et face au terrorisme, face à la pauvreté économique que vit le pays, l'essor économique est devenu un objectif qui sera atteint par ce projet de pipeline. Et il faut dire, d'après certaines estimations, ils ont dit que le Niger perdrait 4,2 milliards de dollars par jour face à cette situation entre le Bénin et le Niger. Le Bénin, quant à lui, va perdre quelque chose de 0,8 dollars par baril, et par jour, il faut compter plus de 90 000 barils. Donc tout ça, ça fait que ce bras de fer, même si la décision, c'est une réciprocité entre le Niger et le Bénin. Le Niger a décidé de faire et de punir le Bénin à cause de son ancienne position. Cette décision de punir le Bénin n'avantagerait pas le Niger, parce que le Niger est en train, avec cette décision-là, de s'enfoncer. C'est comme disposer d'un disque joker et le brûler pour espérer gagner une partie. Ce n'est pas possible. Non, mais dans le temps, Patrice Talon également pouvait rester ni de la gauche ni de la droite comme son collègue, son homologue du Togo. Il faut quand même dire que la décision de suivre la décision de suivre les sanctions, c'est-à-dire la décision de la CEDEAO par le Bénin, est quand même une décision assez compréhensible. Il faut dire, au Bénin, il y a, je ne vais pas dire qu'au Togo il n'y a pas le respect, le respect des droits de l'homme, mais il faut quand même préciser que le Bénin fait partie des pionniers de la CEDEAO actuellement. On ne peut pas parler de la CEDEAO aujourd'hui sans parler du Bénin. Et puis, il fait partie des pays qui ont quand même eu à se faire illustrer. Et le président béninois qui est là actuellement fait aussi partie de ces présidents-là qui sont le plus considérés. Et non seulement ça, il faut quand même que lorsqu'on prend une décision, que cette décision soit applicable. Imagine une décision qui a été prise et qui n'a pas été appliquée, et que tout le monde décide d'aller au travers de cette décision-là. Et pour le cas du Togo, il ne faut pas dire quand même que le Togo est resté a été un obstacle à la décision de la CEDEAO. Le Togo a quand même pris certaines mesures, des mesures pour pouvoir continuer de collaborer avec les pays avec le Niger, tout en étant, bon, on peut dire en griffe, tout en restant dans la CEDEAO. Non, mais c'est lui qui gagne finalement ce Togo. Ça c'est clair, c'est évident, parce que toutes les marchandises qui passaient par le port de Cotonou sont acheminées vers Lomé, et puis donc dans tout ce jeu là, il y a le Bénin qui perd et le Niger qui perd, mais le Niger perdrait beaucoup plus que le Bénin, et ça c'est complètement appauvrissant, et ça ne participe pas à l'essor économique du pays qui est miné par la faim, par la sécheresse et par la soif. Alors, Oriol Khoudégué, parmi les envoyés au Niger, les premiers envoyés au Niger dans cette situation, il y avait le président Patrice Talon qui devrait normalement se rendre au Niger, mais qui n'y était finalement plus. Mais par la suite, malgré les sanctions infligées, la CEDEAO a finalement cédé. La CEDEAO a finalement compris, si je peux le dire, le Niger, et enlevant ces sanctions à l'encontre du Niger, mais Tiani reste modicus. Ne voyez-vous pas que Tiani veut également faire complètement dos à toutes ces institutions, à toutes ces organisations dans lesquelles son pays serait? Mais c'est déjà ça. On a vu aujourd'hui avec le cas de la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ça prouve à foison déjà que le Niger veut se départir de certains États. Mais si, quand on regarde la situation du port autonome de Cotonou, qui était le vrai pont entre le Niger et le Bénin,
Aujourd'hui, ça ne passe plus très bien. Hervé l'a dit tout à l'heure, toutes ces marchandises-là transitent aujourd'hui par le Togo. Donc, le Bénin est déjà en train de perdre. Mais sur cette question, je pense que le Bénin aussi a assez à perdre parce que là, au milieu entre les deux, il y a les investisseurs chinois. Et si les investisseurs chinois n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent au Bénin, je suis qu'ils vont partir. Xi Jinping ne va pas permettre également à son économie, à son pays qui est en réelle concurrence avec certains États de pouvoir encore perdre cet effort. Maintenant, en revenant sur la question, si le Niger montre aujourd'hui qu'il peut se départir de certains pays, qu'il n'a plus besoin de certains pays pour pouvoir avancer. C'est le cas avec le Bénin. C'est ce qu'ils sont en train de montrer réellement. Nous n'avons plus besoin de votre port. Ce n'est pas obligé pour nous de prendre par la voie officielle bien pour exploiter le pétrole, pas ces produits. Regardons aujourd'hui la situation du fleuve Niger. C'est aujourd'hui le secteur où toutes les marchandises transitent aujourd'hui. Ici, on doit parler d'un commerce entre le Bénin et le Niger aujourd'hui. C'est pas le fleuve Niger. Si le fleuve Niger est là, que le Bénin n'a pas pris les dispositions nécessaires pour refuser également aux Béninois d'exporter des marchandises par le fleuve Niger, c'est que le Niger sait déjà que même si on nous refuse, même s'ils ont ouvert la frontière, nous, on veut rester calé sur notre position. On sait qu'à côté, il y a le fleuve Niger qui nous permet d'envoyer des marchandises ou de recevoir des marchandises. Donc, derrière, eux, ils ont déjà leur intérêt et ça marche pour aussi. Un peu de marchandises peuvent venir, ils se tournent vers les autres États pour faire leur commerce. On a vu le cas du Togo qui a été, même s'ils ont respecté la décision de la CEDEAO, ils ont été très perméables à ces États-là. On a vu le cas de ces militaires ivoiriens-là qui ont été attrapés au Mali entre-temps. C'est le Togo qui a su gérer la médiation entre les deux et ces militaires-là ont été libérés. On a vu qu'avec le cas du Niger, le fils de Bazoum, c'est le Togo qui a joué la médiation et le fils a été libéré. Donc le Togo est en train de prendre une certaine place aujourd'hui qui lui permet quand même de profiter de certaines faveurs, si je peux le dire ainsi, parce que après tout le Niger dira que oui, il y avait la CEDEAO qui était contre nous, il y avait l'Union africaine qui était contre nous, il y avait tel qui était contre nous, mais le Togo était resté, ils nous ont aidés à faire tel ou tel. Donc ils vont permettre au Niger de pouvoir bénéficier de certaines grâces. On a vu le cas du Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye, on a vu ceux-là qui ont été nommés aujourd'hui à des postes ministériels, on a vu aujourd'hui ceux-là qui ont été nommés directeurs ou directrices de la RTS ou directeurs de telle ou telle radio. On a vu comment est-ce que la relation était entre Bassirou Diomaye Faye et ceux-là aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut analyser la relation entre le Bénin et le Niger. Mais lorsqu'on entend le président Patrice Talon dire aujourd'hui que si il doit voir le Bénin comme un ennemi, qu'il voie également notre maïs comme un ennemi, il a complètement raison, parce que ici au Bénin, on a vu la situation, la cherté de la vie. Tout à fait. Les syndicats sont en train de marcher aujourd'hui. Ils sont en train de marcher. Et s'ils n'ont pas encore fini, ils sont actuellement à l'Étoile Rouge en train de protester contre la cherté de la vie. Le maïs qui coûte assez cher. Mais on a trouvé le moyen d'envoyer du maïs au Niger. Il y a eu le mil, il y a eu tel céréales qui sont en train de partir au Niger contre le bien-être de la population béninoise qui réside ici au Bénin. On priorise beaucoup ceux-là qui sont au Niger, mais au-delà de tout, il faut également que le Niger puisse étudier la situation pour savoir que oui, au-delà de tout, il faut resserrer les liens, parce qu'après tout, je me dis que la CEDEAO, l'UEMOA ou même l'Union africaine n'ont plus leur raison de citer, parce qu'aujourd'hui, même s'ils prennent des décisions ou eux-mêmes d'abord, ils sont plus perméables sur cette décision-là, et même quand ils voient le respect de la démocratie dans certains pays, le Togo par exemple, on y reviendra, ils ne réagissent pas. On prend le cas du Cameroun, ils ne réagissent pas. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis plusieurs années, ils ne réagissent pas, alors que la CEDEAO a aujourd'hui des tests qui leur permettent d'interpeller tel ou tel chef d'État, ils ne le font pas. Donc ce n'est pas le cas du Niger qui va réagir. Lorsqu'il y a un coup d'État que nous sentons la CEDEAO, cette institution-là, on dira que la CEDEAO n'est pas dans le bon jeu. Il faut quand même rappeler que oui, rapidement. Pour le cas du fleuve Niger, qui serait à la base, comme l'a dit Auriol, des transactions qui serait désormais le chemin. Je pense quand même que même si on connaît le champ de l'irréel, de l'illégal, pardon, et même si ce champ-là est quand même bien utilisé, ça ne peut pas atteindre la voie légale des transactions. Ce que je veux dire, c'est quoi? Même s'il y a des marchandises qui entrent au Niger par l'entremise du fleuve, la quantité de ces marchandises-là n'atteindra jamais la quantité lorsque ce ne sera pas une voie officielle, pas une voie légale ou pas les frontières. Donc si par exemple, si une échelle si on dit ok, aujourd'hui c'est
actuellement, il y a 50 sacs. Il y a 50 sacs de maïs, par exemple. De maïs qui traversent le fleuve. Il faut dire que de façon illégale, mais de façon, lorsque les frontières auront été ouvertes, ce ne sont pas 50, il faut dire des milliers donc il faut dire que c'est minime, c'est très peu comparé à l'économie. Ça n'a pas bien participé à l'économie du Niger comme il le dit, mais ça peut quand même aider à régler quelques soucis. Encore que là, justement, il n'y a pas match, il n'y a pas d'espoir, parce que il faut dire que la population est majoritairement au Niger. Il y a la faim, il y a la famine qui est là. Il ne faut pas oublier, c'est un facteur très important. Comme au Bénin d'ailleurs. Alors Patrice Talon a expliqué voilà, au lendemain de la sortie de la décision que le Bénin s'est vu comme un pays ennemi du Niger, et donc ces denrées doivent être également être vues comme un ennemi ou des ennemis, parce qu'il a également expliqué que au Bénin il y a la faim, il y a la cherté des denrées, et donc il y a des marches contre cette vie chère au Bénin. A dit que Patrice Talon reste sensible à ces différentes marches, à ces différentes décisions prises par les syndicalistes au Bénin. Boris, si cette question déjà on ne dirait pas que Patrice Talon est sensible, mais de sa position de président, il devrait regarder avec un œil de père, si on peut le dire ainsi. Mais il refuse désormais les embarquements, les transports des denrées alimentaires. Comment expliquer oui, au fait, n'est pas sensible à son il n'est pas vraiment sensible, mais pour pouvoir justifier sa décision d'empêcher les transactions, les exportations entre le Niger et le Bénin, il faudrait qu'il trouve un alibi, puisque les syndicats déjà à 3 reprises je dirais peut-être que c'est la 3e fois aujourd'hui, ils ont essayé de faire une marche qui ne marche toujours pas, bon. Excusez la tautologie. Ils ont essayé de faire une marche qui n'aboutit souvent pas. Soit c'est que les forces de l'ordre, les policiers ont barricadé les routes, les ont empêchés, ou ils sont finalement enfermés. Ça se tient aujourd'hui. Encore que la marche d'aujourd'hui tient, et l'une des bonnes nouvelles, c'est déjà la rencontre prévue le 23 mai entre les organisations syndicales et le président Patrice Talon, où le premier point à l'ordre du jour, c'est déjà la cherté de la vie. Donc c'est que le président a en tête, oui, le bien-être de la population, puisque d'abord un président, selon la Constitution, c'est celui-là qui défend les intérêts de la population, de la nation. Et donc s'il n'a pas que cette situation, c'est que au-delà de tout, ce n'est pas celui qui a été fait pour diriger la nation. Et quand on parle de cette production de la cherté de la vie, on a vu les chiffres aujourd'hui qui parlent de la production du maïs. D'abord, les chiffres qui ne nous donnent pas un réel aperçu, puisque le ministre de l'Agriculture il donne un autre chiffre, la direction statistique de la direction de la statistique agricole qui donne un autre chiffre, les différentes ATDA, les agences territoriales de développement agricole qui donnent également un autre chiffre. Donc ils ne sont pas encore en adéquation avec les thèmes. Quelqu'un dira qu'il y a des chiffres politiques et des chiffres agricoles. Donc, au-delà de tout, si on a cette production de maïs et qu'aujourd'hui, le chef de l'ATDA qui est au nord disait que il y a deux causes, il y a une cause interne et il y a une cause externe. La cause externe, c'est ce que le président Patrice Talon lui-même a dit, le besoin en approvisionnement de l'extérieur. Ces pays-là, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria et les autres, qui ont quand même besoin de ces céréales. Et aujourd'hui, le seul pont, on l'a dit, c'est le fleuve Niger, où la marchandise part, même si ça sera pas voie légale, on n'a pas la même quantité qu'autrefois, la marchandise passe quand même. Donc quand cette marchandise part, c'est qu'au Bénin, où il y a déjà la cherté de la vie, il y a un déficit entre la demande et l'offre. Ce qu'on demande, on n'a pas ce qu'on reçoit, ce qui fait que le prix en pleine inflation. On a vu également le cas de l'essence aujourd'hui, où ce qui se prenait entre-temps à 325, 350, où le Béninois avait le plaisir de prendre de l'essence et de prendre même et de l'emmagasiner à la maison pour se dire, bon, je n'ai plus besoin de l'essence durant tout le mois, j'ai dit à la cargaison. Aujourd'hui, prendre de l'essence, c'est devenu un casse-tête où il faut réfléchir. Si je prends 1 litre, ça me prend jusqu'à quand? Ça me prend jusqu'à tel jour, mais c'est une question à réfléchir. Donc les syndicats ont bien fait de trouver cette marche-là, mais de trouver la marche pacifique pour le faire. Ils l'ont réussi aujourd'hui, bravo à eux.
quitte à eux de pouvoir trouver les bonnes solutions avec le gouvernement. Et le Niger également doit pouvoir trouver la solution adéquate. On ne pourra pas dire aux Béninois qui sont aujourd'hui au Niger de faire des marches. Non, ils ne sont pas d'abord sur le territoire pour pouvoir faire cela. Maintenant, au peuple nigérien également de pouvoir réfléchir et de se dire, mais oui, on a on greffe des putschistes au pouvoir. Est-ce qu'ils ont réellement à cœur le bien-être de notre population? Sinon, ils ne pouvaient pas fermer les bras à une nation qui leur ouvre les bras. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Bénin fonctionne comme la France, parce que puisque d'abord, on sait aujourd'hui la relation entre la France et beaucoup de ces États du Sahel aujourd'hui, où ces États du Sahel sont en train de se départir, sont en train de quitter, je vais dire, entre griffes, les bras de la France et de se tourner vers d'autres pays comme la Russie et les autres pays. Donc c'est en quelque sorte une certaine indépendance qu'ils sont en train de chercher, mais le Niger aujourd'hui veut montrer au Bénin que oui, vous nous avez tenu tête, vous avez préféré les sanctions de la CEDEAO, alors que votre voisin, le Togo, a été assez fluide. Nous-mêmes, on veut vous montrer que oui, on peut le faire. Je pense que sur ce que dit Auriol là, en relation internationale, on appelle ça le principe de la réciprocité. J'étais venu sur ça. Mais il faut pas... c'est compréhensible. La position du Niger pourrait être compréhensible si on s'inscrit dans cette logique-là du principe de la réciprocité. Vous savez, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Japon a bombardé une cargaison, un porte-avions des États-Unis au-delà du pays là-bas, c'est ça qui a fait que les États-Unis ont dégainé et ont lancé des bombes atomiques sur Hiroshima et sur Nagasaki. Ça, c'est logiquement dans le principe de la réciprocité. Et lorsqu'on regarde à travers l'histoire, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs cas du principe de la réciprocité qui ont été appliqués. Le cas lorsque la France a chassé l'ambassadeur du Mali en France, le Mali aussi a déclaré persona non grata et il l'a fait. Donc ce sont des trucs c'est le principe de la réciprocité. Donc on peut comprendre que les autorités nigériennes s'inscrivent dans cette logique-là pour empêcher pour maintenir les frontières fermées au Bénin. Mais en faisant ça, la question c'est, en faisant ça, à qui est-ce qu'ils font, à qui est-ce que ces autorités-là, à qui est-ce qu'elles font du mal, le plus de mal? Parce qu'il faut le dire, les marchandises qui passent par le port du Togo et les frontières qui restent fermées, et à qui est-ce que ça fait du mal? Il faut pas oublier le projet de gazoduc là, de l'oléoduc qu'on est en train de parler. Donc c'est tout ça. Il faut analyser ça avant d'appliquer le principe de réciprocité. Alors peut-être que le Niger se dit que avec le Togo, ils ont beaucoup plus de fluidité, ils ont beaucoup plus d'intérêt qu'à transiter par le Bénin, puisque le port du Bénin, je suppose que sur un seul sac de maïs, le Niger avec 500. Si vous permettez, dernière question sur le sujet. Je commence par Valérie. Valérie, ne voyez-vous pas la CEDEAO derrière cette décision qu'a prise le Bénin? Je dirais que le Bénin est un pays libre, même s'il est dans la CEDEAO, c'est un pays libre, et donc il prend cette décision, le président avec son gouvernement prend cette décision et ils assument. Auriol? Le Bénin est un État libre, est un État démocratique, mais quand on sait la relation entre le président béninois et son homologue du Nigeria, qui est d'ailleurs à la tête de l'instance de la CEDEAO, on peut se dire que dans une certaine mesure, il a su consulter son homologue pour avoir son avis avant de prendre également sa décision. Mais après tout, c'est le Bénin reste le Bénin, et Patrice Talon a pris sa décision, encore que le Conseil des ministres du 8 mai est revenu sur la question pour dire que non, il y a certains céréales qui ne sortiront plus du pays. C'est une décision béninoise. Ah oui. J'aime la fin de Auriol parce que cette explication m'a permis de comprendre, m'a fait croire que certains autres États interféraient dans les affaires du Bénin. Il faut rappeler que un État reste un État et il n'y a pas d'ingérence dans d'autres États. Le principe de la souveraineté est un principe défendu bec et ongle par chaque État. Et donc dans cette décision, on ne peut qu'y voir une décision béninoise. Le Bénin a ses propres réalités, et avant de prendre cette décision, il y a eu des analyses qui ont été faites, il y a eu des projections qui ont été faites et qui ont montré que dans cette posture-là, il ne faut pas permettre à ce que ce grand projet puisse continuer, tandis que les populations béninoises sont en train de faire les frais de la décision prise par les autorités nigériennes. Et donc c'est une décision tout à fait béninoise, une décision souveraine et indépendante. Alors des deux pays, qui va ou qui pourra finalement céder très rapidement entre le Bénin et le Niger?
Qui voyez-vous? Moi, je pense que dans cette posture, non, mais allez directement. Non, ici, il faut pas dire qui va gagner ou pas, mais ce jeu de pronostic, je pense pas que quelqu'un pourrait gagner parce que les deux sont en train de perdre. Il faut pas dire qu'ils sont en train de gagner, ils sont en train de perdre. Mais dans cette perte-là, il y a plus de perte d'un côté que de l'autre. Il faut pas voir seulement le côté de pipeline pour dire que c'est le Niger qui va perdre. Il y a aussi le port du Bénin qui est à sec, si on peut dire en griffe. Et donc, sur ce côté-là, si on prend tous les caractères, les facteurs en sorte, moi je pense qu'ils sont en train de perdre 50-50. Ils sont en train de perdre 50-50. On a assez parlé du Togo, on va rester toujours au Togo, mais avant on va marquer une courte pause. Kaléidoscope. Le débat. Kaléidoscope, le débat, fort, toujours fort et une fois encore fort, Auriol. La phrase, je l'ai murmurée dans ma tête plusieurs fois. La dernière fois où le résultat des législatives était sorti, je me suis dit le président fort est fort. Pourquoi? On a vu quand même un président, d'abord, avant même qu'il ne vienne, son père était déjà venu, il a fait 37 ans, le fils a repris le pouvoir, il a fait 19 ans, sans oublier qu'il a envoyé son frère également en exil, et que l'un des opposants a vu la mort en exil. Et il y a eu ces différentes situations-là. Quand on essaie d'analyser un peu la situation au Togo, je me vois très, très, très peiné quand je sais que la promulgation de la nouvelle constitution a été faite le lundi dernier, à quelques jours après la proclamation des résultats. On a vu l'Assemblée nationale qui a dit nous révisons la constitution. Ils l'ont fait. Ils ont envoyé le résultat à la présidence. Le président a dit mais non. Reprenez la lecture, faites une deuxième relecture de la constitution que vous m'avez envoyée avant que je ne puisse statuer. Il a fait, l'Assemblée nationale a validé, a refait la relecture, ils ont sorti la constitution qu'ils ont envoyée au président Foya Singbe qui avait 2 semaines pour le faire. On était là quand on a appris qu'ils ont eu les élections législatives le 29 avril. Il a fallu attendre les résultats avant que le président ne dise que oui, j'accepte la révision de la Constitution. Le dernier jour d'ailleurs des 2 semaines qu'il avait, il a accepté la Constitution. Ce qui me dit que derrière, il y a une certaine volonté de pouvoir rester au pouvoir pour l'éternité. Les faits se livrent d'elles-mêmes, puisque on a vu dans la nouvelle constitution 2 postes qui sont venus. Le poste du président de la République et le plus grand poste, le poste de président du Conseil des ministres. Un super pouvoir, ou bien le rôle de premier ministre qui a été revu, qui a été renforcé d'ailleurs, où le président de la République n'a aucun pouvoir. Il n'a absolument aucun pouvoir. Il est juste président à juste titre. À juste titre. Et c'est le président du Conseil des ministres qui a le plein pouvoir. Et d'ailleurs, qui le président du parti qui a la majorité au Parlement. Et aujourd'hui, quand on sait qu'après les élections, c'est le parti uni du président Foya Singbe qui a remporté, sur les 113 voix, ils ont eu 108. Ils sont déjà majoritaires. Donc, ça laisse avoir très clairement que dans quelques instants, ça sera le président Foya Singbe qui sera président du Conseil des ministres. Et le président de la République sera désigné par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale qui est déjà majoritaire unie, donc pour le parti qui est actuellement au pouvoir. Donc ça donne matière à réfléchir pour un président qui a déjà fait 17 ans, qui veut encore rester au pouvoir pour l'éternité. La population togolaise, pour un jeune qui a 17 ans aujourd'hui, ne disons même pas qui a 17 ans aujourd'hui, pour quelqu'un qui a 40 ans, il n'a connu que la famille forte. Du Cameroun, qu'allez-vous dire où Paul Biya est déjà à son 7e mandat, et du Tchad également. Donc ça donne matière à réfléchir. Où je me pose la question, où est passée la CEDEAO, où est passée l'Union africaine, où sont passés la France, les États-Unis, parce que eux, quand on dit putsch, quand on dit coup d'État dans tel ou tel pays, ils sont les premiers à réagir. Mais quand on dit il y a révision de la Constitution ou bien il y a telle ou telle situation, ils ne réagissent pas. La CEDEAO qui, dans le cas du Sénégal par exemple, en une semaine a envoyé 2 communiqués. L'intervention désormais, c'est les pays, c'est là où il y a un coup d'État. Valérie, il y a Auriol qui se pose une question, où sont passées ces institutions? Actuellement, la CEDEAO n'a pas réagi, l'Union africaine n'a pas réagi à cette situation parce que ce n'est pas un coup d'État vu par tout le monde.
Que voulez-vous dire? Vous venez déjà de répondre à la question. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révision que même si tout le monde n'a pas accepté, la majorité a validé, le président a signé. Et donc, en fait, c'est dire que si ce n'est pas une situation qui est contre la Constitution, les organisations, les trucs là ne répondent pas, ne réagissent pas à ces genres de situations. Quand c'est le président ou l'Assemblée nationale ou le Parlement qui fait sortir telle décision, qui fait telle chose, la CEDEAO, l'Union africaine, ils ne disent rien. Mais quand même, après, quand c'est un coup d'État, et même si c'est pour justifier quelque chose que le président fait déjà de mal, il réagissent. Je crois que c'est tout. Quand ce n'est pas un coup d'État, ils ne mettent pas leur bouche dedans, si je peux le dire ainsi. Je pense. Permettez rapidement. Est-ce cette question de non-ingérence qui fait que nous en sommes là aujourd'hui, Hervé? Vous savez, Boris, lorsqu'on parle d'un État, je l'ai déjà dit, il y a le principe de la souveraineté. Après le principe de la souveraineté, il y a aussi le principe de l'indépendance qui sont quand même assez importants. Dans le cas du Togo et du cas relatif aux décisions, aux réactions, que ce soit de la communauté internationale qui implique la CEDEAO, l'Union africaine et les autres, je pense quand même que ce qui apparaît évident comme une violation de la souveraineté de chaque État, de l'intégrité, c'est le coup d'État, c'est-à-dire l'usage des armes pour renverser un pouvoir démocratique. Et ça, c'est une menace à la démocratie. Bon, des fois, on voit qu'il y a des présidents qui arrivent quand même à remodeler la Constitution, à la tailler à leur mesure pour pouvoir se représenter et participer aux élections, s'éterniser au pouvoir. Mais dans ces cas-là, il ne s'agit pas de... C'est vrai que beaucoup de personnes voient ça comme une atteinte à la démocratie. Je ne soutiens pas les révisions de constitution à tous azimuts, mais il faut quand même y voir une volonté de changer de paradigme, de changer de manière de gouverner. Et c'est le cas, ça a été ce qui a été présenté au Togo, et puis ça a été en quoi l'ancienne manière de gouverner au Togo par exemple, le pouvoir normalement c'était 6 ans, un mandat unique de 6 ans. Mais pour la nouvelle constitution, qu'est-ce qui a été fait? 4 ans renouvelables une fois. Il n'y avait pas de poste de, on l'a dit, il n'y a pas eu de poste de président du conseil des ministres, mais ce poste est apparu. Et c'était nécessaire. L'argument qui a été utilisé, c'est que on veut équilibrer le pouvoir. On veut faire en sorte que le pouvoir ne soit pas concentré dans les mêmes d'une seule personne. Et on peut quand même essayer de le voir. Non, mais quand on pense ainsi et que les deux postes reviennent au même parti politique, c'est pas deux choses une chose et son contraire? Une chose et son contraire. Je ne dirais pas que c'est une chose et son contraire, parce que de toutes les manières, les décisions sont prises au Parlement suivant un processus. On va dire la majorité, oui, ok, actuellement c'est la majorité présidentielle. La majorité est déjà présidentielle, 613, 608 postes, et on nous dit que aujourd'hui la majorité est présidentielle. Il ne faut pas oublier, c'est une question d'alternance. Une question d'intérêt. Mais quand on analyse la situation, on sait que selon la nouvelle constitution, le président du conseil des ministres c'est celui qui a la majorité. Et le président de la République est désigné par l'Assemblée nationale. Encore que le président du conseil des ministres n'est pas désigné par l'Assemblée nationale et on n'a pas de durée pour son mandat. Il est là il peut rester à vie. C'est seulement l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de le destituer. Non, et si l'Assemblée nationale, le président du conseil des ministres, il n'a pas un mandat défini en tant que tel comme le président. C'est illimité. Oui. Il revient à l'Assemblée nationale de le destituer. Oui. Aujourd'hui, on sait que l'Assemblée nationale est majoritairement présidentielle pour celui qui est là. Mais ne me dites pas que cette Assemblée nationale ira pour dire, mais monsieur le président du conseil des ministres, on vous destitue, encore que c'est celui-là qui est à la tête du parti. Aujourd'hui, on sait que cette révision de la Constitution ne s'est pas faite en présence de l'opposition. L'opposition n'était pas présente. Non. Oui. Sur la première lecture, ils n'étaient pas là, ils ne sont pas restés. La deuxième lecture également, ils ne sont pas restés. Aujourd'hui, quand on voit le cas du Togo, il y a eu
au moins 4 révisions de la Constitution depuis la révision de 1992. Il y a eu une en 2002, 2007, 2019 et puis ce qui est intervenu en 2024. Et quand on prend aujourd'hui les tests du Togo, il y a quand même une partie qui dit que la révision de la Constitution était sous deux formes, soit par décision du président ou par référendum. Et quand on parle de référendum, c'est la population où il faut rassembler jusqu'à 500 000 signatures. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu de révision de la Constitution qui soit faite par référendum. Les 4 que je viens de citer ont été directement par une décision du président. Pourquoi donc ne jamais passer par le normalement, pourquoi référendum? où on a déjà eu 3 révisions de la Constitution qui ont été faites par voie présidentielle, pourquoi ne pas prioriser cette fois-ci la voie du référendum? Et c'est là où je me pose la question, où est passée l'opposition? Où sont passées les institutions? Encore que, un instant, permettez-moi de finir, encore que le Togo fait partie de la CEDEAO. Et la CEDEAO, dans ses articles, dans ses tests, dispose de l'article 41 qui dit ceci. Le protocole c'est bien sûr le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dit qu'il est interdit les changements de constitution de loi à une veille électorale. Le Parlement a fait cette révision de la Constitution à une veille électorale. On était en pleine campagne législative où on devait réviser, où on devait, je voulais dire, revoir l'Assemblée nationale, où on devait mettre de nouveaux députés. Et ils ont révisé la Constitution, ce qui est interdit d'ailleurs pas ce protocole de la démocratie, de la bonne gouvernance de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas réagi. Quand on prend le cas du Sénégal où un beau matin, Macky Sall s'est levé, il dit j'abroge la convocation du corps électoral. On a vu en une semaine la CEDEAO qui s'est levée a sorti simultanément 2 communiqués et a envoyé un 3e communiqué après. On a vu Macky Sall qui a respecté ce délai pour la tenue des élections. Pourquoi ne pas faire de même au Togo? Qu'est-ce que le Togo a de si particulier pour qu'on ne puisse pas dire la même chose? Encore que le Sénégal est l'un des pays où on dit que la démocratie... Et non, le Sénégal est le pays le plus exemplaire en termes de démocratie. En Afrique, bien sûr. Le Togo est passé où? Quand on prend cette révision de la Constitution, je pense qu'il y a matière à réfléchir au Togo. C'est vrai qu'il y a matière à réfléchir. Et je l'ai dit au départ, je ne soutiens pas les révisions de Constitution à tous azimuts. Mais il faut quand même comprendre le contexte dans lequel les choses se passent. Pour le cas nous sommes en train de parler des coups d'état militaires et des coups d'état de la révision de la Constitution. Je n'ai pas dit que c'est un coup d'état, même si dans le cas du Togo il n'y a pas eu de réaction de la CEDEAO. Mais la réaction peut prendre du temps. Il n'y a pas encore de réaction. Il pourrait y avoir des réactions. Je ne dis pas que c'est juste la CEDEAO n'a pas encore réagi. Il faut quand même dire que comme je l'ai dit, dans chaque État il y a le principe de la souveraineté et c'est lorsque il y a évidemment un renversement du pouvoir par les militaires que la communauté internationale s'insurge et condamne cela. Actuellement, il n'y a pas encore eu. Regardez par exemple ce qu'il y a eu au Sénégal. Au Sénégal, je pense que c'est quand même un peu différent. Pas vraiment différent. On était à une veille électorale au Togo. Nous sommes également à une veille électorale. Ils ont révisé la Constitution. Différent en ce sens que c'est le président qui a pris la décision unilatérale de prolonger. Ici, je ne pense pas que ce soit le président, ce n'est pas le président qui l'avait. Ne dites pas que l'Assemblée nationale a pris la décision de réviser la Constitution directement. Vous parlez de démocratie, c'est un exemple de démocratie. Le président n'a pas pris la décision, c'est le Parlement. Même si on sait que le Parlement est monoglobe en griffe et que le Parlement est présidentiel, on voit que c'est le Parlement qui a pris la décision. Et ça renforce le fait que même si la communauté internationale doit agir, moi je ne pense pas que cette réaction-là est déjà très en retard parce que de mon côté je pense que cette réaction est déjà très en retard puisque je vous l'ai dit. Vous comparez ça à la réaction pas forcément à la réaction de la CEDEAO parce que je vous l'ai dit, le protocole de la CEDEAO est très clair. Il faut prendre par exemple ce protocole de la CEDEAO. Permettez-moi rapidement, il faut prendre ce protocole de la CEDEAO et l'analyser. Le Sénégal, ils ont réagi, je me tais. Je ne prends pas par exemple je ne considère pas que c'est le Togo. Vous avez 30 secondes. Quand on revient au Togo par exemple, on sait que l'Assemblée nationale n'est plus en mesure normalement de voter une loi parce qu'ils ne sont plus normalement en mandat. C'est dans ce cas-là on devait faire les élections depuis au plus grand temps en décembre 2023. On l'a pas fait. Janvier, on l'a pas fait. Février, mars, on l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui donne le pouvoir à cette Assemblée nationale qui n'est plus valide de pouvoir de pouvoir prendre une décision? On a vu au Sénégal par exemple Bassirou Diomaye Faye qui lorsqu'il a pris la fonction, il a remis en cause on va évoluer dans le débat. On va évoluer dans le débat parce que nous avons assez d'aspects à aborder. Je vais donner la parole à Valérie qui est restée toute silencieuse à vous suivre. Valérie, faut-il dire que Faure a-t-il juste vu
il a juste vu d'avoir entériné pour ne pas subir le même sort que ses homologues du Sénégal, par exemple, ou des autres pays dans lesquels il y a eu de coups d'État. Déjà, parce que déjà en 2025, ce sont les élections présidentielles. Bien avant, et je crois qu'avant aussi les élections législatives, la nouvelle loi, ils ont révisé la Constitution. C'est une manière pour lui de garantir, de garantir sa place toujours à la tête de décision. De garantir son poste à la tête de décision, de pouvoir toujours décider pour le Togo, quand on dit que le président du Conseil des ministres a un mandat illimité. Un mandat illimité, c'est-à-dire que s'il ne meurt pas ou qu'il n'est pas en incapacité de pouvoir gérer ses fonctions, il reste toujours là. Donc je crois que le président Faure est-ce que je vais dire qu'il a vu loin, mais bon, il a essayé de garantir sa place là où il le faut pour ne pas se subir le même sort constitutionnellement. Alors, Hervé, tu as la même question. S'éterniser au pouvoir, moi je pense quand même que lorsqu'on fait une lecture objective de la situation au Togo et qu'on prend en compte le temps passé par le président Faure au pouvoir, il a déjà fait plus de 17 ans, et les nouvelles, si on considère les nouvelles révisions, les nouveaux aspects qui ont été abordés dans la nouvelle constitution, qui crée le poste de conseil, le président du conseil des ministres. En fait, c'est ça. C'est là le gap, c'est là le problème. On peut pas prendre un poste comme ça et lui confier tous les pouvoirs. C'est un peu comme dit, ok, c'est le président du conseil des ministres qui est le président. Et donc, quand c'est comme ça et qu'on voit le contexte actuel où le Parlement sur 113 députés, Aurélien l'a rappelé, il y a jusqu'à 108 pour la mouvance présidentielle. Et 5 pour Maurice, ne me dites pas qu'il y a des chances que le président du Conseil des ministres pour la prochaine mandature sera tiré ou bien choisi entre 5 députés. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, pour s'éterniser au pouvoir, je ne sais pas si c'est Faure qui sera toujours le président du Conseil des ministres, parce que c'est le Parlement qui va désigner. Ça pourrait ne pas être le président, mais on peut quand même se dire que c'est possible qu'il ait toujours ses mains, qu'il place des personnes là pour peut-être un dauphin, quelqu'un qui pourra être un peu flexible et qui pourra l'amener à prendre certaines décisions, lui permettre de faire passer certaines décisions. Et donc, la réponse, c'est probablement oui. Il pourrait s'éterniser au pouvoir, toujours avoir la main dans les décisions qui sont prises et toujours être un homme politique. Il ne mourra pas comme ça. Donc, il pourra toujours être un homme politique prend des décisions, surtout avec ce plein pouvoir, ce grand pouvoir, pardon, qui a été donné au poste du président du Conseil des ministres. C'est là qu'il y a tout le problème. Alors, le Togo, désormais, une dynastie des Faure, Oriol. Une dynastie des Faure, c'est la conclusion à laquelle on peut en venir, puisque le père est venu faire 37 ans, le fils aujourd'hui est en train de faire 17 ans, et crée le poste de président du Conseil des ministres, qui n'a pas 19 ans plutôt, et crée un poste de président du Conseil des ministres pour qui on n'a pas encore de durée, et on sait déjà pertinemment que c'est lui, puisqu'il est le chef du parti uni. Et quand je parlais de cette révision de la Constitution où il faut aller carrément au référendum, on a vu après tout, on dira que c'est là où je me pose la question, où sont passées réellement les institutions ou la communauté internationale. On en a parlé tout à l'heure. Oui, parce que quand on parle de coup d'État rapidement, on dit que les putschistes, on ne respecte pas la démocratie, mais eux, ils vont beaucoup plus au référendum. On a vu le cas du Mali qui est allé au référendum en juin 2023. Le Tchad, décembre 2023, ils sont allés au référendum. Le Burkina Faso également, en décembre 2023, ils sont allés au référendum. On sait comment c'est un référendum. Est-ce que le Togo ne peut pas aller à un référendum avec la population? On a dit, dans les nouveaux tests, on a vu. Oui, je pense quand même que Monsieur Auriol, il donne des références assez pertinentes, mais je pense qu'il faut situer ces références-là. Je ne refuse pas qu'il faut les situer, mais ces 3 pays que vous avez cités sont quels pays? Sont dirigés par des sont dirigés par des. C'est ce que ils sont en train de dire. La question que je voulais vous poser, c'est
combien de pays? Mais c'est moi qui pose les questions ici. C'est moi qui Encore que je veux dire, j'ai combien de pays? poser la question. Quand Oui. on prend un État démocratique comme le Togo, qui n'a Voilà. pas eu de coup d'État, Bien. quand on sait qu'ils sont allés à la révision de la Constitution d'il y a 4 fois, pourquoi ne pas prioriser la voie du référendum pour aller, alors qu'on sait que ces poutistes, par exemple, sont venus, n'ont pas encore fait assez de temps, mais pour une révision, ils sont déjà allés au référendum. C'est la question que moi, je suis en train de me poser. Et quand on sait qu'ils ont créé ce poste superflu de Premier ministre, où on déguise, on dit président du Conseil des ministres, la question, elle est toute posée. C'est Foya Singbe qui veut rester pour l'éternité, mais à côté, il doit réfléchir à ce que l'opposition ou à ce que des militaires se lèvent. Parce qu'on a vu le cas du Gabon. C'est un beau matin où ils étaient en train de donner les résultats des élections présidentielles que oui, l'effet est venu, l'effet de surprise est venu. Le Togo, ils doivent également, parce que aujourd'hui on a vu l'opposition qui est assez mouvementée, qui réagit assez face à cette situation-là. Les institutions aussi doivent pouvoir réagir. Non mais Auriol, comment voulez-vous qu'un président, qu'un chef d'État qui n'a plus la population à ses côtés passe par la voie du référendum pour pouvoir voter quelque chose? Après tout, on dira que Macky Sall est entré par la grande porte et il est sorti par la grande porte. On ne dira pas autant du président Foya Singbe. Il n'a pas fait ce qu'il doit faire parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il n'a plus le soutien de la population. Celui qui n'a pas le soutien de la population doit pouvoir se retirer. On a vu le cas de l'Haïti par exemple. C'est si facile à se retirer. C'est ce qu'on dit. Le cas de l'Haïti a été l'exemple le plus palpable récemment. On a vu quelqu'un qui est revenu après l'assassinat du Premier ministre, qui est venu, il a fait son temps, mais il n'a pas su organiser les élections, il n'a pas su faire ce qu'il doit faire. La population s'est soulevée, il a dû se retirer rapidement. C'est ce que le Togo doit. Il y a quand même. Vous avez 30 secondes. Oui, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Dans le cas du Sénégal, qu'est-ce qui a été le facteur principal, le levier qui a permis, qui a été à la base de la décision la réaction de la communauté internationale ou bien de la CEDEAO? Je pense que c'est la population. La population a s'est levée. Les soulèvements. Et il y a eu des violences. Au Togo, combien de soulèvements il y a eu? Combien de marches? Où est passée l'opposition? Et justement, ça Ce tombe. n'est pas l'opposition, Ça tombe sur ma dernière question. Il y a eu récemment les morts de l'opposant Kodjo Agbeome et puis également de Monseigneur Podro Philippe. Faut-il dire que ces deux décès ont fragilisé l'opposition au Togo? Parce qu'on les connaît par le passé. En 2020, c'était pas facile avec Monseigneur Pozoro. Je dirais quand même que je l'ai déjà dit ici, en politique tous les coups sont permis. Mais on ne peut pas imputer, d'abord on ne peut pas imputer la responsabilité de ces décès là au président. Pas qu'on lui impute cette responsabilité, mais la mort de ses opposants a quand même fragilisé quelque chose. On a vu le cas de la Russie, le cas du Tchad, où des opposants sont partis. On a vu ce que les résultats des élections ont donné. Je n'ai pas dit le contraire. Surtout lorsqu'on voit le poids que faisaient ces personnes-là. Et elles n'hésitaient pas à vraiment se lancer dans des bras de fer avec le président. Bon, lorsque Prigozhin est décédé, qui est devenu Wagner, je pense quand même que lorsque un leader d'un mouvement disparaît, ça a des répercussions. Ça a des répercussions sur le reste du mouvement. Donc, il faut dire l'évêque qui est décédé et puis l'opposant monsieur Agbeome. Je pense quand même que leur disparition a quelque peu entaché ou bien ralenti, fragilisé les liens qui existaient entre opposition et ont renforcé maintenant la mouvance, le pouvoir de l'influence Valérie Auriol, permettez à Valérie Auriol et Valérie sur la même question. Comme il a dit, on sait déjà que ces deux opposants font un poids sur 100, ils font quand même 80% de l'opposition. Et avec leur décès, je crois que le président Ravure qui a la voie libre de pouvoir à l'aide du Parlement promulguer les lois qui lui permettent de s'éterniser au pouvoir. Alors, cette émission n'ira pas plus loin. Il y a Auriol qui, toutefois,
veut encore parler, mais nous sommes à 11h59. Cette émission est terminée. On a parcouru le Togo et puis le Niger. Cette émission vous revient, Kaléidoscope, justement, vous revient le samedi prochain à la même heure, sur la même fréquence, mais avec une nouvelle équipe. Et l'équipe d'aujourd'hui est composée de Igor Tonwewa à la mise en onde et de Doris Aholpe à la réalisation. En émission, c'était Valérie Aboressi, Oriol Khoulegbe, puis Hervé Kanzé. En direct, je suis Boris Agbalika. Bonne journée à chacun et à tous.